Bienvenue sur le podcast de l'Office national de diffusion artistique. Mais vous pouvez nous appeler Londa. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À Londa, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Dans cet épisode, nous vous invitons à écouter Antoine Chopeau, doctorant en philosophie de l'écologie politique, qui a partagé ses recherches et perspectives avec les participants de l'exploratoire « Se déplacer, quelle mobilité pour quelle justice climatique ?» C'était le 15 novembre 2023. Moi je suis doctorant en philosophie, et plus précisément en philosophie de l'écologie politique. Je suis en train de terminer ma thèse, que j'ai commencée en 2016. Et j'ai pris 2 ans de pause pour écrire un livre entre-temps, qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls », avec Léna Ballot. Donc c'est un livre coécrit. Et voilà, mon travail, ça consiste à comprendre en fait la manière dont on peut intégrer les êtres dits non humains, animaux, plantes, forêts, rivières, etc., dans les processus politiques, et notamment les processus de lutte pour l'autonomie et l'émancipation. Récemment, tu nous as fait le don d'une petite conférence où tu expliquais l'opposition qu'il y avait entre une écologie dite politique et une écologie dite relationnelle. Mm-hmm. Et donc tu nous as fait une petite histoire des mouvements écologiques récents, jusqu'à expliquer que la démarche de toi et de certains qui travaillent avec toi, c'est de relier en fait ces deux mouvements-là. Est-ce que tu peux nous préciser les choses sur cette histoire-là ? Bon, c'est une cartographie simplifiée, hein, il faudrait être plus fin, mais pour résumer, on pourrait dire qu'il y a une écologie qui est devenue assez à la mode aujourd'hui. Elle a réussi à prendre pas mal de place, notamment parce qu'elle a été accompagnée par un travail éditorial important, des journalistes et tout, donc une écologie qu'on pourrait appeler relationnelle, qui vise à sortir de l'anthropocentrisme en général et de chercher à inventer des nouvelles cosmologies, nouvelles sensibilités, de nouveaux concepts pour donner plus de place ou une nouvelle place aux êtres et aux processus non humains. Typiquement, on peut penser aux travaux en anthropologie, dans le sillage de Philippe Descola, Bruno Latour, Nastasia Martin, pour la France, pour le dire rapidement, mais sinon c'est des auteurs et autrices dans le monde comme Donna Haraway, Anna Tsing, et j'en passe. Et en fait, ce tournant non humain en fait consiste à dire que il n'y a pas d'humain qui puisse exister sans non humain, et que la planète elle-même, c'est pas un simple rocher sur lequel il y aurait des vivants qui seraient là un peu par hasard, mais en fait la planète, c'est comme dans l'hypothèse Gaïa défendue par Bruno Latour notamment, c'est une planète fabriquée par l'entrelacement de toutes les formes de vie. Par la vie génère son propre monde. Donc ça, c'est une première forme d'écologie qui est devenue vraiment, qui a pris beaucoup de place, une place importante aujourd'hui, mais qui a été pas mal critiquée par un autre pan de l'écologie. Donc quand je dis que je simplifie, c'est vraiment parce que là, je pars d'une opposition qui est structurante pour moi, pour un peu la pensée de l'écologie aujourd'hui, même s'il y a plein d'écologies différentes. Et dans le tournant non humain, voilà, on pourrait aussi parler de l'écoféminisme notamment. Mais à côté de ça, voilà, il y a des écologies beaucoup plus critiques de cette volonté de sortir de l'anthropocentrisme, qui vont en fait plutôt dans un héritage marxiste, insister en fait sur la spécificité de l'espèce humaine, de l'humanité, qui va être en fait définie par sa capacité à faire histoire, qui serait une capacité unique, différente de toutes les autres espèces, sa capacité à avoir aussi des formes d'intentionnalité complètement différentes des animaux, par exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir des auteurs comme Andreas Malm, donc il y a un de ses ouvrages qui vient d'être traduit, là, qui s'appelle Avis de tempête, qui est sorti aux éditions La Fabrique, en fait, qui critique tous ces courants qui cherchent à détrôner l'humain de sa suprématie, et que ce soit les nouveaux matérialismes, l'hybridisme, comme l'appelle Malm, de l'hybridisme de Latour, c'est-à-dire il n'y a plus de nature ni de société,
et que des hybrides, des OGM, enfin des objets qui sont, on peut ni dire qu'ils sont naturels ni sociaux. Malm et d'autres, Alfred Borg, par exemple, qui est son professeur, son ancien professeur, qui est un anthropologue, ils vont vraiment insister sur voilà, l'unicité de l'humain, et notamment parce qu'en fait ils ont l'impression que détrôner l'humain de sa spécificité, c'est en finir avec une forme de propriété unique des humains que serait la politique, la capacité à s'organiser ensemble, à agir ensemble de manière intentionnelle, de faire survenir des états de choses, notamment utopiques, qui ne sont pas encore arrivés. Et puis c'est le retour de certaines questions, comme les questions du travail, les questions de la production, qui sont un peu peut-être évacuées effectivement dans le tournant non humain. Et tu parlais de fils tissés entre ces courants, où effectivement mon travail avec d'autres, je pense par exemple à Paul Guilibert, on est un peu sur les mêmes longueurs d'onde, qui vient de publier Exploiter les vivants. En fait, on travaille, on est plusieurs à travailler sur en fait, l'insatisfaction d'avoir comme ça deux courants qui se regardent un peu comme ça, sans trouver forcément de pont. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est de comprendre comment, en fait, on ne peut pas séparer les questions d'écologie et les questions de politique, les questions sociales, en essayant d'avoir une appréhension non dualiste du capitalisme et de son rapport à la Terre. Tu parlais dans ta conférence d'une compréhension écologique du capitalisme. Oui. Ce qui est une expression qui peut aussi cliver ou faire... Parce qu'il y a un malentendu sûrement en disant voilà, le capitalisme est écologique, au sens serait devenu vert, etc. Enfin, quand on dit le capitalisme est une écologie, ça ne veut pas dire que voilà, le développement durable, ce vieux mythe qu'on nous sert depuis les années 80-90, ça serait enfin arrivé. C'est plutôt de dire que on cherche à avoir une compréhension du mode de production capitaliste, non pas comme un mode de production qui nous sépare de la nature, mais peut-être quelque chose qui nous entremêle encore plus d'une manière destructrice, ce monde qu'on appelle naturel. Et donc le capitalisme est une écologie, c'est-à-dire c'est une certaine manière d'organiser les relations entre les humains et le tissu de la vie, au sens large, le tissu des écosystèmes et de ce dont on a besoin pour vivre. Et en fait, le capitalisme, c'est un certain régime historique, relation avec ce tissu de la vie qui est... inouïe et qui repose sur la mise au travail des forces vivantes, qu'elles soient humaines ou non humaines. Et c'est pour ça que on fait référence dans le livre avec Léna Malo, la co-autrice, à ce qu'on appelle l'iceberg de l'économie capitaliste et patriarcale, qui est issu des travaux d'écoféministes, notamment Maria Mies. En fait, c'est une manière de comprendre le régime capitaliste depuis la question du travail, mais aussi la question du travail invisible. Et donc on a une première partie en haut de l'iceberg qui est le travail visible, compté dans le PIB, donc qui va être le travail salarié, à partir duquel les capitalistes vont pouvoir dégager une marge de profit. Et puis on a en dessous de la ligne de flottaison de l'iceberg, on a tout le continent invisible du travail gratuit, non rémunéré, qui va être le travail de reproduction, notamment assuré par des femmes, qui va être un travail domestique, un travail non reconnu comme tel, un travail d'éducation, de soins des relations, de prendre soin du foyer, etc. Enfin, c'est un travail auquel les femmes ont été assignées, pas forcément un travail naturel des femmes, c'est historiquement qu'elles ont été assignées à ces tâches. Et puis on a aussi en dessous encore le travail non reconnu comme tel des colonies, des populations mises en esclavage, etc. Et puis tout en bas de cet iceberg, on a le travail de la nature non humaine, qui va être tous les services rendus, ce qu'on va appeler aujourd'hui les services écosystémiques, dans le langage un peu de l'économie capitaliste. Les services rendus par les sols pour la fertilité, et tout ce qui permet la fertilité des sols pour les cultures, la pollinisation, le cycle de l'eau, le travail animal dans l'élevage, voilà. Et en fait, ça nous paraît, les différents chercheuses qui travaillent sur ces questions, important de déplacer son regard vers ce continent invisibilisé, parce qu'en fait, sans ce grand continent approprié, dont on approprie les activités, en fait, il n'y aurait pas d'exploitation capitaliste possible. Et c'est pour ça que c'est un déplacement par rapport à la lecture marxiste classique, qui se centre sur l'exploitation. Et en fait, là, c'est de dire, il n'y aurait pas d'exploitation, finalement, sans exploitation des humains, j'entends, sans, en fait, ce continent invisible de travail gratuit et non humain. Et après, tu avais développé aussi, c'est difficile de résumer une pensée qui a mis des années, j'imagine, à se trouver en quelques minutes quand même, mais
Tu as développé la notion d'alliance avec le non-humain, qui était importante et qui était éventuellement une clé aussi pour se sortir Oui. des ornières actuelles. Oui. C'est peut-être là où réside plus l'originalité de notre travail, c'est-à-dire en fait ces recherches sur l'invisibilisation du travail, c'est des choses qui sont là depuis un moment quand même. Et en fait, nous on essaye en fait d'ajouter à ça en fait des éléments simplement de politique et de résistance face à cette situation, de mise au travail de la planète et des vivants, parce que c'est ça en fait, c'est une manière de comprendre les causes du ravage écologique, c'est de dire que c'est cette mise au travail qui épuise en fait les capacités des vivants à se régénérer, à entretenir leur monde, et on voit bien qu'en fait la déstabilisation du climat, c'est lié à cette mise au travail forcée des vivants en général, sans effacer la spécificité de la question humaine. Donc au cours de ta conférence, tu évoquais une piste de travail qui était l'alliance des humains avec le non-humain. D'ailleurs, je note que parfois tu nommes le non-humain, mais parfois tu parles du vivant, oui, comme le vivant non-humain ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un peu indéterminé, il y a peut-être un peu une confusion. Le non-humain, en tout cas, c'est l'espèce de catégorie générale que tout le monde a un peu retenu dans le sillage des travaux de Latour et d'autres. Et bon, c'est un terme assez imprécis. Latour lui-même n'était pas très satisfait du terme. Je parle de vivant parce que c'est peut-être le plus sensible. Après, voilà, on peut faire alliance avec des formes peut-être non vivantes. Je pense à l'eau, par exemple. On a développé des cas, une enquête là-dessus avec Léna, sur le marais Wills à Bruxelles. Mais vous pouvez aller lire un article sur la revue terrestre qui s'appelle La part sauvage des communs, une enquête écologique au marais Wills. Et en fait, on parle d'alliance parce qu'on ne veut pas s'en tenir simplement à cette critique de la mise au travail de la planète, qui est un peu pour nous la cause du ravage écologique. En fait, les alliances, c'est une manière de dire qu'on peut avoir une compréhension des luttes qui n'est pas centrée sur les seuls acteurs humains, les seuls agents politiques humains. Et en fait, partant du fait qu'il y a des résistances non humaines, autres qu'humaines, à la mise au travail par le capitalisme, on peut imaginer dès lors des luttes politiques avec des formes de résistance non humaine, où finalement on se retrouve un peu à avoir un même ennemi commun. Et tu veux bien nous donner un exemple ? Sinon c'est abstrait. L'exemple le plus simple pour comprendre, c'est un exemple qui nous vient de l'Argentine, où on a un phénomène alors qui est mondialement maintenant documenté, de résistance de certaines plantes aux herbicides dans les monocultures, notamment d'OGM. Je pense par exemple aux monocultures de soja. En fait, on a des plantes qui, à force d'avoir en fait traité les champs avec ces herbicides, donc en fait les plantes OGM, elles sont modifiées génétiquement pour pouvoir supporter l'herbicide, et puis ça éradique à peu près tout le reste du vivant pour avoir uniquement la culture qu'on veut, comme ça on n'a pas de problème de désherbage, de main d'œuvre humaine en plus ou mécanique pour intervenir, augmenter le rendement. Avec le glyphosate et les herbicides, on a inventé une solution soi-disant miracle qui permettrait de résoudre tout un tas de problèmes pour les agriculteurs et agricultrices. En fait, le problème c'est qu'aujourd'hui on a plein de super mauvaises herbes, plus seulement des mauvaises herbes, qui sont devenues des super envahisseurs dans ces champs d'OGM, qui sont immunisés finalement aux molécules de glyphosate. Et ça va être de pire en pire, à tel point qu'on va atteindre une sorte de point de bascule, peut-être d'ici 5-10 ans, où il n'y aura plus de solutions techniques inventables pour s'en sortir. Et donc en fait, il y a une forme de résistance végétale dans ces champs mis au travail, où en fait on a notamment les amarantes, qui sont une espèce de plantes comestibles, qui prolifèrent dans ces champs d'OGM. Et on a des activistes, paysans, autochtones, etc., qui se sont reconnus dans cette résistance végétale, qui ont vu aussi une revanche sur la colonisation, une revanche de l'amarante, qui est une divinité précolombienne. Et en fait, les activistes ont fabriqué des petites bombes de graines avec, c'est-à-dire de la terre, du compost, de l'argile et des graines d'amarante résistantes qui sont allées collectées dans les champs et qui envoient comme ça dans les champs d'OGM pour amplifier le pouvoir de sabotage et de baisse des rendements des cultures de Monsanto, Bayer, etc. Et donc là, on a une alliance interespèces qui est assez féconde, et en fait, c'est pas un exemple que nous on a trouvé, enfin c'est un exemple qu'on a trouvé, mais c'est pas un exemple sur lequel on a enquêté avec Léna, et en fait c'est à partir de là qu'on s'est mis en quête de plein d'exemples en France. Est-ce que en fait il y a comme ça des déplacements dans les luttes qui correspondent à la fois à un déplacement cosmologique, comme le voudrait le tournant non humain, parce qu'en fait on a des acteurs qui ne sont pas humains, qui sont capables
d'avoir des gestes qui sont un peu surprenants, de résistance, qu'on aurait plutôt tendance à mettre du côté des humains. Et en même temps, on a un exemple qui montre que c'est pas du tout, parler de non-humain, c'est pas du tout une manière de dépolitiser, comme le prétendent certains marxistes, parce qu'en fait, on arrive bien à montrer que par ce tissage des gestes de résistance, humains comme non humains, en fait, on arrive à avoir une sorte de collectif composite, hybride, mais qui est politisé, c'est-à-dire qui est effectivement en lutte contre une multinationale, contre la transformation et la simplification des écosystèmes pour la quête du profit et de la croissance, quoi. Et en France, voilà, on a cherché d'autres exemples, notamment on est tombé sur des collectifs en lutte qui, par exemple, invitent des espèces protégées à venir s'installer sur des lieux menacés, notamment par exemple en créant des mares ou créant des perchoirs à oiseaux, qui font venir des espèces protégées par la loi et qui, à la fois, en fait, permettent de tisser un imaginaire avec les lieux, le territoire qu'on veut défendre, où on n'est pas les seuls à habiter ce territoire. Donc le Nous ne sommes pas seuls du titre du livre, il a à voir avec ça, mais aussi ça a à voir avec Nous ne sommes pas seuls à être pris dans les mailles de la violence capitaliste et dans les formes de lutte, quoi. Et je prends un exemple, par exemple au Lentillère, donc, qui est un lieu défendu sur Dijon. C'est un lieu occupé depuis une dizaine d'années de jardin collectif. Et il y a une partie qui est menacée, c'était une lutte à la base contre un écoquartier. Et en fait, là, il y a une extension de l'écoquartier qui est en train d'avoir lieu. Et en fait, l'idée, c'est de créer des mares sur cet espace menacé pour pouvoir inviter, en fait, notamment des batraciens, notamment l'alite accoucheur, qui est un crapaud qui porte les œufs sur son dos, notamment le mâle. Et en fait, c'est l'idée de créer un habitat favorable pour que ces espèces puissent venir et venir aider à défendre les lieux. Et donc c'est un chantier d'une semaine avec des naturalistes, des curieux et curieuses, des gens qui viennent comme ça apprendre déjà à creuser des mares, à comprendre c'est quoi la vie, l'écologie des batraciens et des amphibiens, et puis à essayer de défendre une autre forme d'écologie que l'écologie de l'écoquartier, l'écologie urbaine finalement qui ne fait que prolonger l'artificialisation des sols. Alors il y a besoin de construire du logement, mais il y a aussi besoin peut-être de réhabiliter l'existant. Et c'est pour ça que je parlais du Marais Wils au début. Marais Wils, c'est un exemple assez fascinant à Bruxelles, dans un quartier populaire. Donc c'est un autre exemple d'alliance, où en fait on a une friche urbaine qui est située sur des anciennes brasseries de bière, les Willmans-Kuppens. Et en fait, cette brasserie est fermée à la fin des années 80, et il y a des travaux de bureaux qui sont envisagés. On fait des forages préparatoires, et là, les travaux percent une veine d'eau, et ça fait remonter la nappe phréatique en surface, et il y a tout un marais qui s'est installé en une quinzaine d'années. Le site a été, entre guillemets, laissé à l'abandon par le promoteur, et aujourd'hui, il y a tout un marais avec une biodiversité associée qui est arrivée, des hérons, des cygnes, tout un tas d'amphibiens, de batraciens, et des gens se sont mis à défendre ce lieu-là. Et là, il y a une forme d'alliance avec la puissance de l'eau, en fait, qui était l'initiatrice de tout un espace de vie et de biodiversité qui n'aurait pas existé en fait sans cette eau, quoi. Et une eau qui, on se rend compte, en fait, est toujours là, même si elle est recouverte par du bitume. Voilà, en fait, elle est toujours là, et dès qu'on lui laisse la possibilité de ressurgir, c'est un écosystème qui ressurgit de ce fait-là. Et en fait, il y a des habitants et habitantes qui le défendent, notamment les fées, fe.e.s, qui entretiennent ce lieu-là, qui le nettoient. Beaucoup pendant le Covid, c'était un lieu très important à Bruxelles. Et voilà, pour moi, il y a une sorte d'alliance entre ces habitants de quartier et puis ces habitants non humains qui sont en fait des habitants en tant que tels qui souhaitent aussi avoir des logements. Et c'est pour ça qu'avec Léna, on fait un peu l'hypothèse que on peut penser des formes de problèmes communs aux différentes espèces qui habitent les villes, et que la ville, on n'est pas obligé de l'artificialiser encore plus à outrance, mais que finalement, on fait face tous, vivants humains et non humains, à une crise du logement généralisée. Et la crise écologique, c'est une crise du logement généralisée, de destruction des habitats. Et là, l'idée, c'est de défendre ce marais en tant que tel, contre les bureaux, les logements qui pourraient venir s'y construire. Et en fait, ça permet de fabriquer des problèmes communs entre ces espèces qui sont venues et les humains qui habitent la ville de Bruxelles, et notamment ce quartier qui s'appelle le quartier de Forêt. Et en fait, on pourrait, à partir de là, penser des alliances avec les questions de droit au logement, de réhabilitation, notamment de bureaux vides. Il y a 10 000 bureaux... Il y a des milliers de bureaux vides, de logements à réhabiliter, qui permettraient de ne pas artificialiser
ces espaces de sauvages spontanés, quoi, en ville. Voilà. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est on parle à chaque fois d'alliances qui sont absolument nécessaires et réjouissantes, mais peuvent sembler petites en termes de potentialité d'action, là où on a l'impression qu'il y a une catastrophe généralisée et énorme. Et donc tu y crois, toi, à ça? On a envie d'y croire, hein, évidemment. À ce Oui, qu'il y ait une extension de petites alliances comme ça qui permettent de gagner plutôt que un grand air de révolution, grand est de grand soir qui n'aura pas lieu, en fait. non, c'est pas. En fait, c'est pas. L'idée, c'est pas d'opposer des petites alliances à un grand soir Mm. révolutionnaire. C'est déjà d'intervenir dans un débat intellectuel et politique qui consiste à dire, en fait, si on peut intégrer ces changements de cosmologie, d'intégrer du non-humain et le faire de manière politique, sans sacrifier à l'analyse du capitalisme, aux dynamiques globales du capitalisme et très locales aussi, quoi. Ensuite, c'est de dire que les luttes telles qu'elles se mènent aujourd'hui, notamment les luttes écologistes sur le climat, etc., elles gagnent aussi à se réancrer dans des territoires. Ça, c'est aussi une inspiration qui nous vient des luttes typiquement des ZAD, depuis Notre-Dame-des-Landes, voilà. Et de dire qu'en fait, on ne défend bien que ce à quoi on s'attache. Du coup, c'est se dire, en fait, c'est réapprendre à connaître nos lieux depuis, en fait, les autres habitants, et d'entrer dans des dispositions d'enquête, ce qu'on a fait à travers le livre, et notamment aussi avec un collectif qu'on a monté qui s'appelle Reprise de Terre, qui est un collectif qui a enquêté sur la question de la terre au sens du foncier, et de connaître la réalité foncière en France notamment, de connaître la situation des agriculteurs et agricultrices, notamment avec tous les départs à la retraite massifs qu'il y a annoncés dans les 5 prochaines années. Donc plus de la moitié voilà, les agriculteurs et agricultrices vont partir à la retraite, donc ça fait un grand chambardement et des grands mouvements fonciers de transfert de terre. Donc, quel visage aura la France agricole dans 10 ans en fait, ça va beaucoup beaucoup changer. Et du coup c'est aussi intégrer la question des alliances là-dedans, c'est-à-dire est-ce qu'on a une vision du foncier comme exclusivement un support pour la nourriture des humains, ou est-ce qu'on repense en fait la place du non-humain dans ce foncier. Notamment là, ce qui se pointe comme problème, c'est des tensions entre des syndicats paysans type Confédération Paysanne et des associations plus du côté du réensauvagement comme l'ASPAS, Association de protection des animaux sauvages, qui sont vraiment voilà, dans une tension conflictuelle qui est un peu dommageable, parce que c'est les 1% de paysans qui se battent avec les 1% de protecteurs et gestionnaires de la nature. Et en fait, l'idée de Reprise de Terre, par exemple, c'est de penser des alliances entre ces groupes de ces collectifs, penser des formes de réensauvagement qui sont en lien amicaux avec des paysans et des paysans qui sont voilà, intéressés, qui comprennent en fait aussi l'intérêt de laisser des parts à une nature sauvage qui redémarre et qui répare des écosystèmes. Il y a ça, donc ça c'est un mouvement voilà, qui dépasse la simple question de petites alliances locales, comme tu disais. Et puis, en fait, dans le sillage du livre, il y a un collectif intéressant qui est né, qui s'appelle les Naturalistes des Terres, qui est une fédération des naturalistes, c'est-à-dire des professionnels et amateurs qui connaissent par cœur sur le bout des doigts les noms de tous les papillons, les fleurs, les plantes, les écosystèmes et tout. Et en fait, c'est une tentative de politiser ce qu'on appelle les pratiques naturalistes, notamment les balades naturalistes, pour écouter les oiseaux, les chauves-souris, etc. Et les naturalistes des terres, ils font des actions d'alliance en creusant des mares, en armant des forêts, comme ils disent, c'est-à-dire en la mettant en défend, en plantant des clous dans les arbres, en faisant des scarifications sur les troncs des chênes pour faire venir des espèces protégées qui vont pouvoir protéger la forêt qui est menacée. Et donc là, on a un groupe qui est inspiré en fait par ces questions d'alliance et qui se fédère à l'échelle nationale et qui transforme un peu aussi l'imaginaire naturaliste. Et même si l'imaginaire naturaliste, en fait, c'est aussi lui qui porte le plus facilement, le plus fort en fait, cette question d'alliance avec les autres espèces, du fait d'être aux premières loges finalement de la catastrophe écologique et de connaître très bien les milieux qui subissent cette catastrophe.
Et après, bon, la question de la révolution, puisque tu me l'as posée, notre idée, c'est de défendre une écologie effectivement révolutionnaire, mais pas une révolution au sens du grand soir, parce que quand on réinjecte les questions d'écologie, on est forcément pris dans des questions de temps long, et de questions où il y a qu'est-ce que devient la révolution dès lors qu'il n'y a plus les humains qui sont les seuls acteurs politiques avec une intentionnalité forte. En fait, quand les marxistes défendent absolument la spécificité de l'humain, c'est qu'ils défendent un acteur capable de s'organiser et d'intervenir sur le cours du monde, voire d'arrêter le cours du monde d'aujourd'hui, de freiner le train qui nous mène à la catastrophe. Et en fait, c'est compliqué de garder cette image d'un collectif humain très intentionnel, dès lors qu'en fait on rajoute toute une multiplicité d'êtres qui chamboule complètement cette position d'acteur suprême, d'acteur qui serait aux commandes locomotives de l'histoire. Et en fait, Bruno Latour, par exemple, a été très critiqué parce qu'il abandonne finalement le marxisme, même s'il revient un peu à ça à la fin de sa vie. Il abandonne la révolution parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui aimait pas le conflit au sens du conflit révolutionnaire, parce que ça faisait intervenir un humain transcendant, capable de se désattacher de tous ces attachements qui le font. Et en fait, l'enjeu, c'est de penser les formes d'alliance révolutionnaires, donc des formes d'attachement révolutionnaire, c'est-à-dire de dire finalement il faut repenser un sujet politique beaucoup plus composite dans lequel le non-humain joue un rôle fondamental, parce que si ce sont les humains et les non-humains qui sont dominés par la mise au travail du capitalisme, il n'y aura pas de processus d'émancipation sans ces alliances entre humains et non-humains, c'est-à-dire sans reprendre des terres, sans réensauvager plein d'espaces, sans penser des sécurités sociales et écologiques, etc. Merci beaucoup.